Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, le président Macky Sall accusé de crimes contre l'humanité, une idée puérile et ridicule pour Aïssata Tall Sall. Vous entendrez les explications de l'avocate chef de la diplomatie sénégalaise. Synthèse du rapport de la commission politique du dialogue national, 12 accords, 4 désaccords. Les politiques à l'écoute du chef de l'État Macky Sall, les détails du rapport dans cette édition. La sortie du chef de l'État à Paris relance la polémique sur le troisième mandat. Le F24 s'oppose à toute idée de troisième mandat. Décryptage à suivre. Et puis, rapport de la Banque mondiale sur la situation économique du Sénégal en 2023. Répondre aux besoins des groupes vulnérables pour le développement national. Évolution des risques et perspectives économiques. On vous explique tout dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Puéril et ridicule, c'est en ces termes que la chef de la diplomatie sénégalaise qualifie l'accusation contre le chef de l'État Macky Sall de crimes contre l'humanité. Cette démarche judiciaire relève de l'enfantillage. Hassen Aïssata Tall Sall, interrogée par France 24. Cette démarche de ce confrère, elle est à la fois puérile et ridicule. Elle aurait pu être puérile et s'en arrêter à ça. Mais elle est les deux à la fois. Et je vous dis pourquoi. Quand on va saisir la Cour pénale internationale, que nous dit le statut de la Cour pénale internationale? Il n'y a que 3 personnes pour saisir la Cour pénale internationale. Il faut que ça soit un État parti, il faut que ça soit le Conseil de sécurité des Nations Unies, il faut que ça soit le procureur. Où va-t-il saisir la Cour pénale internationale sans passer par le procureur? Une fois que le procureur lui-même est saisi, il faudrait qu'il vérifie la complémentarité de l'action judiciaire. C'est-à-dire que la Cour pénale internationale ne peut pas se prononcer tant qu'il y a une justice interne nationale qui suit son cours pour les mêmes faits. Et c'est le cas au Sénégal. Maintenant, pour la saisine de la France, c'est là où on tombe dans le ridicule, puisque apparemment, il ne le dit pas, mais je pense que c'est comme cela. Ce confrère veut se fonder sur la compétence universelle, qui aussi a ses conditionnalités, parfois même beaucoup plus draconiennes. Mais au-delà de tout ça, on va dire que c'est un débat de puristes et de juristes. On sort de tout ça. Au-delà de tout ça, de quoi est-ce qu'il est question? Il est question du Sénégal, notre pays, où il y a eu des violences le 1er juin et le 2 juin. Où il s'est passé quelque chose de grave, pour laquelle nous sommes en train de situer les responsabilités. Quand on voit les policiers attaqués et agressés, quand on voit les casernes de gendarmerie, les édifices publics brûlés sur la base de cocktails Molotov, et tout cela, je ne le dis pas pour le dire, c'est acté et même c'est prouvé. Quand on voit des manifestants tirer sur d'autres manifestants, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des médecins et des témoins indépendants qui le disent. Mais il y a de quoi s'arrêter. En quoi la Cour pénale ou la compétence universelle peut venir s'incruster dans cette affaire du Sénégal alors que la justice nationale est en train de faire son travail. Le président Macky Sall, en toute responsabilité, dès le 1er jour a dit donner le nombre de morts. 9 le 1er jour, 16 le second jour. Maintenant, j'entends 30 morts. Il y a même des morts que la mer est en train de refouler. On nous peint un tableau chaotique. Ce n'est pas vrai. 40 d'après Ousmane Sonko. Ce n'est pas le Sénégal. Ce n'est pas vrai. Sinon, moi, je vous dis, il y a 0 mort. Et vous jugez comment entre les 40 de M. Ousmane Sonko et les 0 que j'ai avancés. Maître Aïssata Tall Sall, interrogé par France 24. Dans le secteur de la justice, l'Union nationale des travailleurs de la justice dénonce les affectations tous azimuts, affectations arbitraires et discriminatoires selon l'Union. Le Bureau national compte attaquer la décision pour annulation devant la Cour suprême. Écoutons Maître Abdoulaye Mboup, chargé de communication de l'Union, interrogé par Maïmouna Ndiaye. Justifié que c'est pour un complément d'effectifs que nous avions été affectés. Alors que dans beaucoup de juridictions, notamment au niveau du tribunal de Pikine-Guédiawaye, il y a un déficit en personnel, notamment en magistrat, comme en greffier, comme en agent administratif. Au même moment, le ministre se permet d'affecter à la CREI des greffiers
alors qu'il n'y a pas de contentieux. Nous estimons que cet argument ne peut pas prospérer. En réalité, ils veulent casser la dynamique de l'UNTJ et c'est peine perdue. Et nous comptons faire face, puisque nous comptons dans les prochains jours faire un recours en annulation au niveau de la Cour suprême pour casser cet arrêté qui est contraire à la Constitution, notamment à l'article 8, qui est également contraire aux engagements du ministre qui nous avait promis de satisfaire les revendications. En lieu et place, il a préféré déshonorer sa parole d'honneur et nous comptons faire face en apportant la réponse syndicale nécessaire. Nous envisageons d'aller en grève puisque nous avions suspendu notre mot d'ordre de grève à la suite de négociations et d'accords avec le ministère de la Justice, notamment le ministre entouré de ses collaborateurs. Malheureusement, au moment où nous vous parlons, aucun des accords n'a été satisfait. Et nous constatons que c'est une haute trahison de la part du ministère. Malheureusement, actuellement, nous ne pouvons plus compter sur leur parole d'honneur. Et à ce titre, nous exercerons en toute légalité notre droit d'une cessation collective de travail, tout sous peu. Et sur ce, les camarades sont sensibilisés dans ce sens. Actualité politique, rapport de la commission politique du dialogue national, 12 points d'accord notés dans la synthèse de la commission politique, entre autres points phares, la modification des articles L28 alinéa 3 et L29 du code électoral qui vont permettre à Khalifa Sall et Karim Wade, vous le savez, d'être en lice pour 2024. Pour ce qui est de la candidature du président sortant, les pôles et la société civile, les pôles des non-alignés et la société civile appellent au respect de la Constitution. Que faut-il comprendre? Le point avec Ibrahima Khan. Entre autres décisions consensuelles issues du dialogue, la modification des articles L28 alinéa 3 et L29 du code électoral tant controversé. Décision qui va restaurer à Karim Wade et à Khalifa Sall leurs droits civiques afin qu'ils puissent compétir en février 2024. L'article L28 alinéa 3 stipule désormais L'article L29, pour sa part, sera modifié comme suit. Autre consensus trouvé, la révision de l'arrêt de la CREI en date du 23 mars 2015, en d'autres termes, la révision du procès de Karim Wade. Le parrainage citoyen, pour sa part, reste maintenu à l'issue du dialogue avec un pourcentage de 0,6 à 0,8% du fichier électoral. La commission politique du dialogue a également validé la mise en place d'une commission de contrôle des parrainages qui sera logée au Conseil constitutionnel. Au chapitre des désaccords, les représentants du pouvoir ont rejeté 4 propositions issues des discussions: l'interdiction au chef de l'État d'être en même temps chef de parti, le choix d'une personnalité neutre pour l'organisation des élections, l'arrêt des poursuites contre ceux qui sont assimilés à des détenus politiques et la remise en question de la déchéance électorale prononcée par le juge. S'agissant de la candidature du président sortant, les différents pôles ainsi que la société civile, après avoir rappelé leur position sur la question, ont appelé au respect de la Constitution, des lois et des règlements. Ibrahima, et le président de la République a remis une pièce dans la machine du feuilleton troisième mandat. Polémique relancée depuis hier par les propos du président Macky Sall tenus hier à Paris. Pour ses partisans, eh bien, il n'y a pas de doute, Macky Sall peut et doit se présenter en 2024. Niette catégorique, toujours aussi formelle du côté de F24. La plateforme écarte toute idée de troisième mandat. Nous avons donné la parole aux différents acteurs. Reportage Habib Faye et Diafar Abba. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Cette phrase est devenue la chanson préférée de l'opposition. La sortie du chef de l'État a fait couler beaucoup d'encre. Mais pour ses partisans, c'est rassurant. Vous savez, nous sommes des militants. Et nous avons aussi, notre position. Je vous dis que la candidature de Macky Sall, ce n'est pas Macky Sall en question, c'est une demande sociale. C'est ce qu'il faut comprendre. En réalité, Macky n'a plus rien à prouver. Il a tout fait. On est dans le domaine politique. La polémique dans le domaine politique, c'est tout à fait normal. Le Sénégal est une démocratie majeure. Beaucoup aspirent à
être président de la République. C'est tout à fait normal. Mais vous savez, il y a la politique, il y a le droit, il y a ceci, que chacun gère la partie qui la concerne. Au cours des travaux du dialogue politique, la société civile avait émis des propositions pour permettre aux potentiels candidats de participer à la présidentielle de 2024. Nous avions fait une proposition qui aurait permis à tous les candidats, même condamnés, de participer. On avait dit qu'il fallait une refonte des articles L29 et L30 qui voudrait que, à part les incapables mineurs, aucun Sénégalais ne puisse être privé de son droit de vote ou d'être éligible à moins qu'une décision de justice l'ait expressément notifié en vertu de l'article 34 du Code pénal. F24, de son côté, poursuit son dialogue du peuple et campe sur sa position. Macky Sall ne peut pas participer à la présidentielle de 2024. Rien n'a dialogué relativement à la question de la troisième candidature qui a été réglée par la Constitution. Je rappelle que les principes de la défense de la Constitution, notamment contre la troisième candidature illégale et illégitime, nous sommes demeurés constants. C'est eux qui ont changé de position et qui sont allés de l'autre côté de l'histoire. Et aujourd'hui, nous leur faisons face, non pas intuite personae, mais faisons face à cette volonté de fouler aux pieds les principes démocratiques. Fini le dialogue politique, le rapport sera remis au président de la République. Cependant, selon ses partisans, le deuxième quinquennat se dessine après la déclaration du président Sall ce mercredi en France. Grâce à notre travail, nous maintiendrons au pouvoir avec la volonté. Merci Habib. Dans l'actualité économique, situation économique du Sénégal en 2023, répondre aux besoins des groupes vulnérables pour le développement national, c'est l'intitulé du nouveau rapport de la Banque mondiale. 2 chapitres dans ce rapport de 41 pages. Le premier chapitre porte sur les développements économiques récents et les perspectives à moyen terme. Il présente également la situation économique du pays en 2022, les perspectives économiques pour la période 2023 et 2025 et une évaluation des risques et des défis. Le deuxième chapitre identifie les facteurs qui accroissent la vulnérabilité à la pauvreté des différents ménages. Synthèse Daniel Diouf. La croissance économique du Sénégal s'est ralentie en 2022 dans un contexte marqué par de fortes pressions inflationnistes, la hausse des prix mondiaux des produits de base, entre autres. Après une forte reprise en 2021 à 6,5% du PIB, la croissance a ralenti en 2022 pour atteindre 4,2%. Et pour cause, une baisse de l'investissement privé et des exportations et la contraction de la production industrielle. L'inflation a atteint 9,6% en 2022 et un niveau record de 14,1% en novembre de la même année. Les ménages à faible revenu frappés plus durement. Le déficit budgétaire s'est élevé à 6,7% du PIB en 2022, sous l'effet d'une augmentation des dépenses courantes, dont les subventions énergétiques. Pour contenir ce déficit, les dépenses d'investissement ont été réduites, passant de 9,2% du PIB en 2021 à 7,5% en 2022. En conséquence, la dette publique a augmenté à un rythme accéléré, sous l'effet des mesures prises pour atténuer les chocs et les emprunts contractés par les entreprises publiques pour financer les investissements dans le secteur du pétrole et du gaz. La dette publique a augmenté de manière significative depuis 2019. Elle atteint 69,1% du PIB en 2020, 73,3% en 2021, 76,6% en 2022. La dette intérieure a augmenté très rapidement et devrait continuer sur cette trajectoire selon la Banque mondiale. Autre fait déterminant dans ce tableau économique de notre pays en 2023, les effets du resserrement monétaire mondial. Déclenché par l'inflation à l'invasion russe en Ukraine, il a entraîné une hausse des coûts d'emprunt dans de nombreux pays, dont le Sénégal. Ce resserrement pourrait entraver la capacité du gouvernement à lever des ressources suffisantes pour financer son économie et répondre aux chocs. Quid du compte courant? La Banque mondiale précise qu'il s'est détérioré en 2022 sous l'effet de l'augmentation des coûts d'importation et du service de la dette extérieure. Le déficit de ce compte s'est creusé pour atteindre 19,5% du PIB en 2022 contre 12,4% du PIB
en 2021. Il devrait se réduire à 15,3% en 2023 et à 7,2% en moyenne entre 2024 et 2025, grâce aux excédents des exportations d'hydrocarbures et aux recettes fiscales. Tout de même, la Banque mondiale rassure. L'institution soutient dans son rapport que les perspectives sont favorables et donc l'activité économique devrait être forte. En 2023, la croissance économique devrait atteindre 4,7%, stimulée par le démarrage de la production d'hydrocarbures. Elle devrait ensuite s'accélérer pour atteindre 9,9% en 2024, sous l'effet de la bonne tenue de la production industrielle. Le taux de pauvreté devrait reculer à 33,6% en 2023 contre 35% en 2022 grâce à la forte croissance de l'agriculture et à la baisse de l'inflation. Les recettes des hydrocarbures et les efforts de mobilisation des recettes devraient contribuer à la réduction du déficit budgétaire à 3% du PIB d'ici 2025. Les dépenses d'investissement devraient se stabiliser progressivement à 8,9% du PIB en 2023-2024, une augmentation des recettes fiscales attendue grâce aux revenus de l'exploitation des hydrocarbures et à la poursuite des efforts de mobilisation des recettes fiscales. Le Sénégal aura donc à répondre aux besoins des ménages vulnérables à la pauvreté. Le taux de vulnérabilité des ménages dans notre pays est estimé à 54,2% pour 2018, soit l'équivalent de 1,5 fois l'incidence de la pauvreté qui est de 37,8%. Le taux de vulnérabilité et de pauvreté dans notre pays sont plus élevés dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Comme la pauvreté, la vulnérabilité au Sénégal est élevée dans toutes les régions, à l'exception de Dakar. Merci Daniel, et à signaler que ce rapport paraît au moment où s'ouvre à Paris un sommet pour un nouveau pacte financier mondial avec l'objectif de refonder la finance internationale pour lutter contre la pauvreté et faire face aux changements climatiques dans les pays du Sud. L'une des annonces fortes d'ailleurs a été faite par la directrice générale du FMI, 100 milliards de dollars des DTS, les droits de tirage spéciaux seront alloués enfin aux pays dits vulnérables. C'est une promesse qui date de 2 ans maintenant, promesse qui sera matérialisée. Le président Macky Sall participe à ce sommet à Paris. Voyons tout cela avec Aminata Mbaresso. Un sommet pour un nouveau pacte financier, une initiative du président français Emmanuel Macron pour lutter contre la pauvreté et le réchauffement climatique. Ce sommet, le premier du genre, se tient dans la capitale française les 22 et 23 juin 2023. Une cinquantaine de chefs d'État et plus de 300 organisations internationales y prennent part. En tenant ce sommet, le président français Emmanuel Macron plaide ainsi pour une nouvelle solidarité internationale à l'endroit des pays en développement, un changement avec de nouveaux mécanismes financiers pour lutter contre les inégalités et les changements climatiques. Des objectifs bien définis mais qui risquent de se heurter à des contraintes d'ordre financier. Des propositions de financement nouveaux sont soulevées ça et là. La suspension de la dette pour les pays super endettés par exemple, la réhabilitation des droits de tirage spéciaux pour les pays en développement, déjà frappés par des crises économiques, sanitaires et géopolitiques, les droits de tirage spéciaux étant des fonds de réserve du Fonds monétaire international souvent alloués aux pays riches. Autre piste indiquée, l'imposition d'une taxe sur le transport maritime. Les chefs d'État présents et autres organisations ont jusqu'à 2 jours pour planifier et trouver de nouveaux mécanismes de financement pour les pays en voie de développement, une recherche d'équité dans la disponibilité des fonds afin de lutter contre les changements climatiques et la pauvreté pressante, estimée avoir touché aujourd'hui plus de 750 millions d'individus à travers le monde, selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Merci Aminata. La révision de la loi sur le contenu local préoccupe le Club 50 PN, une organisation faîtière qui regroupe des entreprises nationales. En plus de faire respecter la loi sur le contenu local, le Club 50 PN travaille pour relever les 30% de marché aux entreprises nationales à 50%. Voyons tout cela avec Babacar Diouf. Porter les 30% du contenu local à 50%. C'est entre autres l'objectif du Club 50. L'organisation cherche à aider les petites et moyennes entreprises à s'émanciper. Nommé Club C50PN, le 50 vient du fait qu'il y a un décret sur le local content qui impose les entreprises à sous-traiter 30% de leur activité, mais ce n'est pas respecté. Ils souhaitent que ce pourcentage-là de 30% passe à 50%. D'où le mot Club C50, préférence nationale,
que petit à petit, dans nos mairies, dans nos structures étatiques, qu'on privilégie les Sénégalais sur l'accès au marché, l'accès au financement, et puis... Une démarche en phase avec la vision des élus locaux qui travaillent pour le développement économique de leur collectivité territoriale. Il parle de développement, il parle de financement au profit des jeunes et des artisans et des femmes. Donc, en gros, c'est une vision très claire qu'ils ont eu à décliner devant tout le monde que nous apprécions. Cette initiative ne pouvait ne pas venir à Bambey, localité où tout est priorité selon la coordinatrice régionale du Club 50, Maria Mara. Nous voulons vraiment redynamiser Bambey. Nous voulons des infrastructures. Ce n'est pas seulement Bambey, mais c'est tout le département de Bambey qu'il faut voir en termes économiques. Et pour cela, vraiment, ce discours du directeur nous a vraiment charmés. Les ouvriers, les artisans et l'ensemble des corps de métier en activité dans le secteur informel ont salué la vision et prié pour sa mise en œuvre. Imam, prêcheur et maître coranique à l'école de la lutte contre l'extrémisme violent, une initiative de la CEDEAO qui a pour objectif de capaciter ses acteurs afin qu'ils puissent participer à la prévention de ce fléau. Pendant 15 jours, ils ont été réunis au centre islamique de Dakar pour une formation autour des thèmes tels que l'extrémisme religieux, la radicalisation et la recherche de la paix. Compte rendu d'Issa Prera à Lyoundiagne. Face à la montée en puissance de l'extrémisme violent, les imams et enseignants coraniques doivent être des remparts, à eux d'instruire, d'éduquer, mais aussi de prévenir toutes sortes de radicalisation. Comment notre sous-région a été déstabilisée et le Sénégal reste le dernier bastion à prendre. Et il ne faut pas que les Sénégalais se leurrent. Quand nous parlons de terrorisme, ce ne sont pas des étrangers qui viennent nous envahir. Ce sont nos enfants, ce sont nos fils, ce sont nos cousins, ce sont nos maris, ce sont nos frères, qui juste ont adhéré à une autre vision de l'islam, à une autre idéologie. C'est de cela qu'il s'agit. Or, nous savons que, de par notre histoire, l'islam tel que nous l'avons pratiqué dans nos pays a servi de ciment de cohésion sociale. Aujourd'hui, la région ouest africaine vit de plein fouet ce terrorisme religieux, une situation qui s'étend de plus en plus et qui devient une réelle menace pour le Sénégal. Ce qui est des rôles des imams et des prédicateurs et même des enseignants dans les madrasas, les écoles coraniques, donc c'est plutôt un rôle d'avant-gardiste, un rôle de prévention, n'est-ce pas? Parce qu'avant de lutter, il faut d'abord mieux prévenir que de guérir, comme dit l'adage. Donc nous pensons que le rôle des prédicateurs, des imams et des prédicatrices aussi, des maîtres coraniques, c'est plutôt jouer dans le rôle de la prévention, de faire des discours, n'est-ce pas, contre les discours d'intolérance, n'est-ce pas, et de vente en guerre, que nous, au niveau de nos prêches, à la prière de vendredi, dans les 5 prières quotidiennes, que de prêcher un discours de tolérance, un discours de vivre ensemble, un discours de paix. Un contexte de sécurité plus ou moins secoué, un contexte de risque, de déstabilisation et de rupture de cohésion dans nos sociétés, causé par une interprétation ou des interprétations d'un islam qui n'est pas celui que nous avons hérité, en tout cas de nos ancêtres. Pour prévenir cette radicalisation, il est important de mettre à contribution certains maillons de la chaîne sociale. Les imams, prêcheurs et maîtres coraniques sont essentiels dans cette chaîne. Merci Dissa. Et puis l'actualité, c'est aussi, vous le savez, le corps sans vie du jeune de Santhiaba Manjak, Barthélémy Diatta, enlevé par la faction dissidente de César Atour Badiat en janvier dernier, a été retrouvé hier. Le corps en état de putréfaction très avancé a été inhumé sur les lieux. Le point avec Lamine Ba et Lamine Mandjang. Finalement mort. L'espoir de retrouver ce jeune de Santhiaba Manjak enlevé en janvier dernier par des éléments de la faction dissidente de César Atour Badiat alors qu'il prenait part à des travaux de débroussaillage pour préparer le retour des déplacés s'est éteint. Son corps a été retrouvé ce jour dans la forêt où l'on visiblement abandonné ses bourreaux après l'avoir exécuté. Notre source nous apprend que les parents ont été contraints à procéder à l'inhumation sur place au regard de l'état de décomposition très avancé dans lequel le corps a été découvert. Cette issue tragique renseigne l'absence
l'absence d'aboutissement à toutes les initiatives intentées par des organisations pour obtenir sa libération. Un coup dur pour le processus de retour des populations enclenché à la faveur de la sécurisation progressive des zones anciennement occupées par des éléments armés du MFDC. Le dénouement de l'affaire Barthélémy Diatta risque d'anéantir les espoirs des personnes aspirant au retour déjà préoccupées par la question du déminage. Santé, inquiétude à Thiès où le taux de prévalence de la tuberculose est très élevé. Le point focal régional de la lutte contre la maladie se désole du fait que beaucoup de malades arrêtent le traitement avant l'heure, ce qui engendre hélas un fort taux de décès également. Cher Anta Diop, c'est la tire. Tuberculose est toujours là, une manière de dire que la région médicale de Thiès enregistre un taux important de patients tuberculeux. La région médicale de Thiès est une région à forte charge, donc mis à part Dakar, donc c'est Thiès qui a en tout cas le plus de patients donc tuberculeux, et vraiment au niveau région aussi nous avons des districts à forte charge, et pour ces districts sanitaires c'est notamment en tout cas les districts sanitaires de Thiès, il y a Mbour aussi, il y a Tivaouane et Khombol qui ont enregistré plus de patients que par rapport aux autres. Elisabeth Teningsen, point focal régional de lutte contre la tuberculose, région médicale de Thiès, relève que le taux de décès a progressé. Oui, pour les décès, nous sommes à 5%. Donc pour l'année 2022, par contre, le taux est quand même très élevé par rapport à l'objectif attendu. Les faits marquants sont les perdus de vue. Des patients refusent toujours de se faire soigner. Elisabeth Teningsen tire la sonnette d'alarme. Perdu de vue aussi, le taux est très élevé, donc c'est à 5% donc en 2022. Pour certains patients quand même qui démarrent le traitement et qui arrêtent, malgré quand même les relances, en tout cas tous les efforts faits à tous les niveaux quand même, ce taux-là d'interruption de traitement est toujours élevé. Par rapport au succès thérapeutique, au suivi des patients, l'objectif fixé par le programme de lutte contre la tuberculose est de 90%. Par contre, pour l'année 2022, Thiès a atteint la barre des 88%. Et on en vient aux préparatifs de la fête de Tabaski qui sera célébrée, vous le savez, mercredi et jeudi, 28 et 29 juin. On s'intéresse à l'habillement après le mouton, les condiments, lafaya cristal, brocart, entre autres tissus, tendance cette année Tabaski 2023. Au marché HLM, cependant, les clients se font rares à cause de la conjoncture. Reportage Fatima Touré et Pape Sangoné Baye. Dès l'entrée du marché, l'ambiance est bien au rendez-vous à une semaine de la Tabaski. Dans les boutiques, les tissus inondent les étagères. Brodé pirche, lafaya, brocart, bref, tous les tissus en vogue sont proposés aux clients. Cette année, les femmes préfèrent le lafaya cristal. Je peux même dire que c'est la tendance du moment. En cette période de l'année, il fait très chaud. Les lafayas sont de très bonne qualité, adaptés à la chaleur. Il y a les petits perlages ou produits purs qui marchent bien à cette période de fête. Le brocart aussi est très prisé. Les prix sont abordables selon les vendeurs, même si certains peuvent coûter jusqu'à 300 000 francs CFA. Les prix des brodés varient entre 15 000 et 100 000 francs. Les prix sont abordables et chacun peut y trouver son compte. Il y en a pour tous les goûts, mais cette année, le lafaya cristal est la vedette. Pour l'avoir, il faut débourser entre 90 000 voire 300 000 francs. Mais cette année, les clients viennent au compte-gouttes. Seul bémol pour ces vendeurs, les clients qui viennent au compte-gouttes. Cette année, les clients se font rares. Peut-être c'est dû aux récentes manifestations. Mais pour le moment, le commerce est au ralenti. À pareille heure, le marché refuse du monde. Mais cette année, les clients viennent au compte-gouttes. Dans une semaine, la fête de l'Eid el-Kébir sera célébrée. Pour le moment, les vendeurs disent espérer écouler le produit avant le grand jour.
Merci Fatima. Et puis en mot de tourisme, le Sénégal reste un pays sûr pour les touristes et les événements récents n'ont pas réellement impacté le secteur. C'est ce qu'a déclaré le directeur de cabinet du ministère du Tourisme et des Loisirs. Annonce faite à l'occasion d'une rencontre avec les acteurs pour évaluer les subventions du gouvernement. Écoutons Djendjaï avec Dissa Prera. Le Sénégal n'a pas connu de report ou d'annulation de voyage. Certes, on est en basse saison, les flux baissent, c'est normal, parce que le tourisme également, ce n'est pas un tourisme en toute saison. Mais comme vous le savez également, le Sénégal est en train de développer le tourisme de maïs, qui est le tourisme d'affaires, où il n'y a pas de saison. C'est ce qui justifie que dans cet hôtel-là, comme il a indiqué tout à l'heure, vous avez des séminaires qui sont organisés avec des partenaires. La destination est une destination attractive. Le Sénégal reste un pays sûr. On ne peut pas le nier. Le premier et le deux, les séminaires qui étaient programmés dans certains endroits, il était difficile de les tenir. Il y a eu des reports. Mais cela n'a pas affecté les flux dans les hôtels. Cela ne remet pas en cause la destination. Nous avons eu des difficultés au niveau de Saly, au niveau de Cap. Ça se comprend, mais les choses sont dans le cours normal. Et je voudrais dire aux Sénégalais qui sont de les rassurer, de rassurer également les investisseurs privés, de rassurer les partenaires, mais de rassurer les touristes qui veulent visiter au Sénégal de venir. Le Sénégal est un pays sûr, un pays où il fait bon vivre. Assemblée générale ordinaire de la SODAV à Thiès, la PCA de la Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins et des experts a profité de l'occasion avec ses camarades pour former les artistes musiciens et sur les droits d'auteur et les statuts des artistes. Écoutons Gonendour, PCA de la SODAV avec notre équipe à Thiès. Dans le cadre de la tournée qu'on a lancée il y a quelques semaines, on est là pour former les membres de la commission pour qu'ils puissent restituer à leur tour aux artistes des problématiques de comment fonctionne le droit d'auteur, comment fonctionnent les droits voisins, comment fonctionne la société de gestion collective qui est la SODAV. Le secteur de la culture est un secteur à problème. Il y a beaucoup de personnes qui sont autour et qui ne gagnent pas assez leur vie. Donc voilà, donc il y a des problématiques qui sont liées au manque d'organisation du secteur. Il y a des problèmes économiques qui se passent. Il y a des débats qui sont soulevés. Il y a aussi la loi sur le statut de l'artiste et des professionnels de la culture qui a été promulguée. On est en train de travailler avec le ministère de la Culture sur les décrets d'application. Voilà, il y a la SODAV également qui est là, qui s'occupe des droits. Donc on vit quotidiennement ces problèmes-là qu'on est en train de vouloir régler avec des propositions des acteurs, des professionnels du ministère de la Culture, de l'État. Voilà, il y a des moyens qu'on doit mettre en place, il y a des infrastructures qu'on doit construire. Il y a beaucoup de choses que les acteurs attendent de ce secteur-là. Voilà, donc on va y travailler pour essayer de voir, surtout au niveau de la SODAV qui gère le droit d'auteur et les droits voisins, on est en train de faire des efforts, surtout par rapport au numérique, pour pouvoir vraiment être au standard international. Dans notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction, on s'intéresse à l'ouvrage du docteur Elhadji Ibrahim Mambo intitulé Sénégal majeur, entrepreneuriat et solidaire. Dans son livre, l'auteur, par ailleurs homme politique, expose 555 analyses dynamiques et solutions pour faire du Sénégal une nation industrielle majeure dans la démocratie, dans la gouvernance institutionnelle également. Note de lecture, Yves Diouf. Une production littéraire comme pour proposer une recette miracle pour un Sénégal majeur, entreprenant et une population solidaire. Le docteur Elhadji Ibrahim Mambo donne sa recette à travers cette production. Voilà pourquoi j'ai produit ce livre qui est le fruit, j'allais dire, de plus de 20 ans d'engagement, 15 années d'études et de recherche sur le pays et j'allais dire 10 ans de mission institutionnelle de terrain
pour la République du Sénégal. Et naturellement, j'ai pris 5 ans pour le rédiger parce que je voudrais qu'enfin, qu'on montre aux Sénégalais qu'ensemble, c'est en équipe qu'on pourra transformer notre pays. Ce n'est pas seulement un homme providentiel qui viendra changer notre destinée. Dans son livre, 555 analyses dynamiques et des solutions proposées telle une contribution pour un Sénégal plus rayonnant. Nous disons, la gouvernance économique priorité numéro 1 et le Sénégal doit être un pays industriel. L'industrialisation, naturellement, pour qu'il y ait des richesses et répondre aux besoins du marché intérieur, aux besoins du marché de la sous-région. Un pilier qui est essentiel dans cet ouvrage, et ça aussi c'est une révolution, c'est, j'allais dire, l'aménagement du territoire. Nous savons que notre pays n'est pas aménagé. Justement, j'embraye sur le 4e pilier, qu'il est aujourd'hui, nous sommes gâtés par des ressources naturelles. Il faudrait qu'on saisisse cette opportunité-là pour garantir les services prioritaires universels. L'auteur, à travers ses pages, insiste sur 5 piliers pour donner une autre image de son pays, le Sénégal, des pistes de solutions pour faire face à quelques questions de l'heure. Voilà un tout petit peu les leviers pour lesquels c'était important de faire une réflexion approfondie, de comparer des méthodes et de ne pas simplement se limiter à des slogans. Et j'appelle tous les hommes politiques, tous les leaders, tous les citoyens, non seulement à s'approprier de ce programme, mais à l'enrichir, à en débattre, à en discuter pour qu'en 2024, que le tournant soit un tournant positif, un tournant plein d'optimisme et d'enthousiasme. Notre pays en a besoin. L'environnement n'est pas favorable aujourd'hui. Les crises sont réelles sur le plan intérieur comme sur le plan extérieur. Et nous devons, Inch'Allah, régler ces problèmes, mais je dis en équipe. L'ouvrage Sénégal majeur, entreprenant et solidaire a permis au Dr El Hadji Ibrahima Mbow de proposer une alternative fondée sur la mobilisation citoyenne, une action politique saine. Merci Ebou. Et puis en sport, nous vous parlions des soupçons de cas de fraude en football à Diourbel. Eh bien, la Ligue régionale de foot, après enquête, suspend les 4 équipes de football incriminées dans l'affaire dite des matchs truqués. Il s'agit de l'AS Wougin, UADB Ndayan et Medinatoul. Ces équipes sont suspendues pour 5 ans. Ces sanctions s'appliquent aussi à leur entraîneur. Le basketteur Jean-Jacques Boissy rejoint Aurore Vitré Basket Club en France. L'attaquant Habib Diallo en football proche du stade de Rennais. Et puis la Fédération sénégalaise de football qui dément les propos d'un journaliste sportif. Le menu du round-up de l'actualité sportive avec Cher Sadi Boutiara. Démarrons par la Fédération sénégalaise de football qui apporte un démenti au journaliste sénégalais établi en France, Yoro Mangara. Ce dernier avait révélé hier mercredi dans l'émission Radio Foot International de RFI que l'équipe nationale du Sénégal aurait voulu boycotter le match contre le Bénin de samedi dernier en guise de soutien aux victimes des récentes manifestations dans le pays. Des propos sans fondement selon l'instance faîtière du football sénégalais qui estime que Yoro Mangara cherche à faire le buzz et le taxe d'affibulateur. Je la cite. De tels propos relèvent d'une simple vue de l'esprit de leur auteur en mal de sensation ou de réputation. La Fédération sénégalaise de football n'exclut pas destin en justice. Je cite encore, la FSF n'écarte pas la possibilité de porter cette affaire en justice, aussi bien contre l'auteur des propos mensongers que contre la radio qui lui a ouvert ses antennes. Pendant ce temps, le capitaine des Lions Khalidou Koulibaly œuvre dans le social. Le défenseur international a procédé à la pose de la première pierre d'une clinique pédiatrique à Ngano, village natal de son père, situé dans la région de Matam. Le début de matérialisation d'un engagement pris il y a quelque temps. Au même moment, son football avec le meneur de jeu international sénégalais Jean-Jacques Boissy, 21 ans, transféré de l'AS Douanes à Aurore Vitré Basketball en National 1 en France. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue, Soir d'info, la suite avec Binta Diallo et son invité. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.